Alors bonsoir à toutes et à tous. On laisse le temps aux spectateurs le webinaire de se connecter. Moi, je fais une petite introduction, mais ce soir, c'est une nouveauté Le mois de sensibilisation, c'est une nouveauté. Et dans le mois de sensibilisation, on propose aussi des nouveautés parce qu'on a un partenariat avec l'association Les Joyeuses Mères et avec le festival Quoi ma famille. Donc on s'est engagés collectivement les uns et les autres pour apporter de l'information, proposer des spectacles pendant tout le mois de sensibilisation. Et donc ce soir, le webinaire a été proposé donc par l'association Les Joyeuses Mères et le festival Quoi ma famille. Donc le thème et les invités. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Et je laisse la parole à Mathilde Cohen, qui est la personne qui va animer ce webinaire. Merci. Merci beaucoup Virginie et bonsoir à toutes et toutes à ce webinaire sur la question du don d'embryon. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir trois intervenantes brillantes, Anne Le Goff, Laurence Brunet et Lisa Carayon, qui parleront chacune une dizaine de minutes du point de vue de leur expertise spécifique. Et ensuite, on espère avoir un temps de parole collectif d'environ 25 minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez aux intervenantes. Donc, je vous inviterai à poser des questions sur le chat. Vous pouvez d'emblée commencer pendant les interventions, sachant que ensuite, je relayerai votre question une fois que nos trois intervenantes auront pu parler. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions, observations, réflexions. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter chacune de nos intervenantes. Ensuite, elle aura une dizaine de minutes pour parler et on passera ensuite à la suivante. Donc nous allons commencer par Anne Le Goff, qui est philosophe et enseignante-chercheuse en études des sciences et des technologies et en bioéthique à l'Institut Subbiotech à Paris. Et ces recherches portent sur des problèmes qui sont à l'intersection des biotechnologies, de la biologie contemporaine et de l'éthique. Voilà, ben, bienvenue Anne. Merci beaucoup Mathilde. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour l'invitation à parler ce soir. En tant que chercheuse, c'est quelque chose qui est pas toujours facile de pouvoir discuter avec des personnes qui sont impliquées d'une autre manière dans les sujets sur lesquels on travaille. Donc je suis très heureuse de ce moment d'échange et n'hésitez pas pour les questions et les commentaires. Alors, donc, moi, la première chose que je voudrais faire, c'est un petit commentaire sur l'intitulé de notre discussion de ce soir. Pourquoi pas un don d'embryon? Avec la négative. Et en effet, cette négative, elle correspond à une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui bénéficient d'un accueil d'embryon. Ce qui est un petit peu surprenant, en un sens, parce que ces embryons existent. Il y a beaucoup d'embryons qu'on appelle surnuméraires aujourd'hui à la suite de FIV, que par ailleurs le don d'ovule est très difficile à recevoir, que l'adoption est extrêmement difficile aujourd'hui. Je regardais les chiffres aujourd'hui, il y a eu 1000 enfants environ qui sont pupilles de l'État en 2023 qui ont été confiés à l'adoption et 104 adoptions internationales. Donc, ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Et la ponction ovocitaire, par ailleurs, est quelque chose de très, très lourd. Donc, c'est un peu étonnant, finalement, qu'il n'y ait pas plus de dons et d'accueil d'embryons. L'Agence de biomédecine qui s'occupe de la l'AMP en France a identifié un certain nombre d'obstacles institutionnels, organisationnels. Mais il y a par ailleurs un obstacle sans doute évident, mais que sur lequel j'aimerais bien réfléchir un petit peu plus avec vous, c'est que c'est pas la même chose de donner un embryon ou de le recevoir ou bien de donner ou recevoir des gamètes. Et quelle est la différence en fait? C'est ça sur ce point-là que j'aimerais bien réfléchir un tout petit peu. À partir notamment de mes travaux sur les gamètes. En quelques mots, donc j'ai travaillé sur des techniques en recherche sur les cellules souches
qui essaie de dériver des gamètes, des ovules et des spermatozoïdes à partir de cellules souches. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui pour les humains, mais qui a été réussi de manière expérimentale chez les souris. Et donc, avec mes collègues aux États-Unis, on a réuni des personnes qui étaient en parcours de FIV ou l'avaient été, ou des personnes LGBTQ qui souhaiteraient avoir un enfant mais n'avaient pas la possibilité, pour leur demander ce qu'ils et elles pensaient de ces technologies. Et donc, un de nos thèmes de réflexion, c'était de voir ce que c'était que de fabriquer des gamètes et par distinction et des embryons. Et donc pour les personnes avec lesquelles on a parlé, ces personnes ont mis, c'était des personnes qui étaient ouvertes aux dons de gamètes, aux dons d'embryons, aux recherches sur ces entités, mais qui en même temps ont beaucoup marqué la différence entre le niveau de la gamète et le niveau de l'embryon. Parce qu'avec le niveau de l'embryon, on a un passage qui est celui de la potentialité d'une vie qui est beaucoup plus forte. Mais ce qui était intéressant dans les commentaires que faisaient les gens, c'est que tout le monde ne donne pas le même sens à cet embryon. Donc il y avait un point d'accord qui était que les personnes avec lesquelles on a parlé donnaient une valeur particulière à l'embryon, mais cette valeur, c'est pas toujours la même. Et par conséquent, la manière de reconnaître sa valeur peuvent être différentes aussi. Donc pour certaines personnes, un embryon, ce serait un embryon qui a déjà été créé, qui est cryopréservé. C'est déjà un membre de la famille potentiel, donc ce serait pas possible de le donner à quelqu'un d'autre, puisque ce serait avoir un enfant à soi quelque part dans le monde dont on ne s'occupe pas. À l'inverse, pour d'autres personnes, pour des raisons religieuses, parce que c'était déjà un être vivant potentiel, l'embryon, le donner, ce serait reconnaître sa valeur la plus forte, puisque ce serait le donner à adopter, selon la terminologie qui est utilisée par ces personnes, par une autre famille, en fait, et donc reconnaître son statut de personne vivante. Pour d'autres personnes encore, à l'inverse, le meilleur moyen de reconnaître la valeur de cet embryon, et la difficulté du processus qui avait été suivi pour le créer, c'était de le donner à quelqu'un d'autre, encore une fois, mais pas pour des raisons religieuses du tout, plutôt en se plaçant du point de vue des parents potentiels. Donc une chose qui me paraît vraiment importante dans cette réflexion sur ce qu'on peut faire des embryons, sur la manière dont on les conçoit, en fait, c'est la diversité des points de vue qui vont exister. Cette diversité, elle apparaissait aussi dans la manière de penser le lien biologique et génétique. Donc, une différence, pas forcément une difficulté, mais quand on pense au don d'embryon par rapport au don de gamètes, c'est qu'il y ait les deux patrimoines génétiques des deux parents par rapport à juste donner un gamète. Mais là encore, ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour certaines des personnes qu'on avait interrogées, la continuité génétique, c'était ce qui marquait la continuité familiale. Pour d'autres personnes, au contraire, ça n'avait pas d'importance, mais simplement, cette continuité biologique, c'était juste le moyen d'avoir un enfant là où c'était pas possible d'adopter, où il n'y avait pas d'autres moyens possibles. Donc là encore, quand on se demande, je pense, le don d'embryon, et c'est important de laisser la place à différentes voies possibles, au fait que différentes personnes puissent construire différemment leur rapport à ce don possible ou à cet accueil possible. Euh, enfin, donc je vais assez rapidement pour on ait plein de temps pour la discussion. Euh, mais je voulais soulever un autre point du point de vue éthique cette fois. Vraiment, donc en se demandant ce qui est la meilleure solution, ce qui serait le plus juste. Quand on réfléchit au don d'embryon, un aspect important aussi à prendre en compte, c'est est-ce que ça pourrait être une alternative plus éthique que le don d'ovocytes notamment? Puisque le don d'ovocytes est extrêmement lourd et que la ponction ovocytaire aussi est extrêmement lourde pour les femmes qui font une FIV. Dans ce cas, est-ce que considérer le don d'embryon, ce ne serait pas aussi considérer le travail reproductif de toutes les personnes qui participent aujourd'hui à l'AMP et de se dire que ça pourrait être plus
respectueux ou en tout cas plus attentifs à ces parcours-là. Je propose aussi de décentrer la question en ne s'intéressant pas simplement à ce qu'est l'embryon, mais à la place que ces embryons qui existent aujourd'hui cryopréservés ont dans un travail, un réseau en fait reproductif, une toile reproductive qui implique de nombreuses personnes, non pas seulement les donneurs et les receveurs, mais toutes les personnes qui potentiellement participent à ces trajets pour essayer de donner la possibilité d'être parents à celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, eh bien, je m'arrête ici et je serai heureuse de discuter plus avant. Merci beaucoup, Anne. Alors, la deuxième intervention sera celle de Laurence Brunet, qui est juriste et chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et qui est une des grandes pionnières en France sur les questions de bioéthique et de droit de la médecine reproductive, qui a été fréquemment et continue à être consultée par les pouvoirs publics en la matière. Voilà. Merci, Laurence, à toi. Merci beaucoup de cette invitation et merci de cette présentation très flatteuse. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, je m'intéresse depuis longtemps effectivement à ces questions de bioéthique et en particulier à la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation. Ça dépend dans quel sens on veut l'employer, si on est juriste ou on l'emploie de manière plus sociale. En tout cas, c'est clair, pour reprendre un peu ce qu'a dit Anne, mais d'une autre manière, c'est clair qu'aujourd'hui, Lisa y reviendra, il y a beaucoup d'embryons qui pourraient être transférés, qui pourraient être transférés dans un couple qui accepterait d'accueillir cet embryon. Donc il y a beaucoup d'embryons dont les auteurs, je vais les appeler comme ça, ou l'autrice, on va dire les auteurs pour englober tout le monde, ont proposé cet embryon à l'accueil et donc il y en a 8571, donc c'est quand même beaucoup. Et finalement, on voit que au final, il y a assez peu de naissances, puisque il y a eu 66 enfants en 2023, c'est les dernières données qui sont nées en France d'un accueil d'embryons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe pas bien? Pourquoi on part d'une ressource qui est finalement abondante, on le sait. Alors, même si tous les couples qui ont des embryons surnuméraires ne décident pas de les proposer à l'accueil, c'est à peu près 60-40%, on a quand même beaucoup d'embryons qui sont là, disponibles, pour lesquels les auteurs, autrices sont d'accord. Et puis on voit que même ces gens qui sont, ces auteurs, ces autrices de l'embryon qui sont d'accord pour le proposer à l'accueil, on voit que voilà, sur tous ces couples ou de ces femmes qui avaient des embryons disponibles à l'accueil, au final, après cette procédure qui est pas si lourde juridiquement, mais qui psychologiquement l'est, on n'a plus que 170 couples au final en France sur 2022-2023, parce que je compte pas ceux qui avaient commencé cette démarche en 2021-2022. On n'a que 170 couples qui sont allés au bout de leur démarche de don d'embryon. Donc voilà, il y a déjà cette première question. Alors pourquoi? On sait que bon, on sait qu'il y a des projections de la part de ces couples qui considèrent que finalement aller jusqu'au bout de ce processus de l'accueil, ça serait une façon non pas de donner, mais d'abandonner. C'est des projections qu'il faudrait détruire, qu'il faudrait en tout cas corriger, aider les couples à corriger. On sait aussi que justement, cette question de l'abandon, elle est intéressante à, à travailler avec les couples parce qu'on voit que les couples ou les femmes qui ont des embryons conservés donnent beaucoup plus facilement, presque 30% de plus, si ces embryons ont été constitués avec un don de gamètes, où là, ils ont l'impression qu'il y a déjà eu un don, et donc
donner à l'accueil, ça va être un contre-don. Et là, l'idée de l'abandon ou de l'impossibilité, d'espèce de projection de responsabilité parentale sur des embryons qui ne sont encore que un amas de cellules va s'estomper par rapport à cette projection très forte d'abandonner lorsque il n'y a pas cette composition, il n'y a pas eu cette aide déjà grâce à un don de gamètes. Alors, après, bon, il n'y a que 170 couples, donc il y a vraiment un écrémage, un découragement, un abandon de la procédure, pas un abandon de leurs embryons. Et du côté des receveurs, il y a les mêmes obstacles, hein, c'est-à-dire que il y a peu de couples qui veulent finalement, enfin, qui accepteraient ou qui sont préparés à accueillir un embryon, alors que là, vraiment, la procédure, qui était vraiment lourde entre 94 et 2019, a été largement simplifiée. Avant, il fallait passer devant un juge, accueillir un embryon, c'était presque adopter une sorte d'enfant encore dans les limbes, donc il fallait avoir une espèce de consentement ou d'autorisation du juge. Donc tout ça, ça a été finalement accueillir un embryon, c'est la même procédure que recourir à un don de gamètes, spermatozoïdes, ovocytes. Ça s'est simplifié, ça s'est facilité et voilà, il y a toujours les mêmes réticences quand même. Alors, bien sûr, il y a d'autres explications. Et Elisa y reviendra, cette question, est-ce que l'accès aux origines, dans le cas d'un don d'embryon, d'un accueil d'embryon avec les deux auteurs, ou si je prends le cas d'un couple, deux femmes ou un couple hétérosexuel, est-ce que l'accès aux origines, qui est maintenant possible depuis la loi de 2021, ça a été un frein ou une inquiétude dans certaines circonstances, en particulier dans le cas d'un accueil d'embryon post-mortem? Lisa va revenir là-dessus. Et puis, pour bien connaître peut-être les pratiques des médecins, il y a quand même des choses difficiles, aussi bien pour les donneurs que pour les receveurs. C'est tous les examens complémentaires qu'il va y avoir à faire, qui ne sont pas à faire lorsque l'embryon est finalement utilisé dans le cadre des deux personnes qui ont contribué à le faire, à le fabriquer, en tout cas à contribuer à le concevoir. Et puis, vous le savez peut-être pas, lorsque cet embryon va être donné, il y a toute une batterie de tests supplémentaires qui vont être faits. Et peut-être ces embryons, peut-être justement se soumettre à tous ces examens complémentaires qu'on n'a pas eu pour soi. On va trouver ça injuste, difficile, ça va peut-être décourager les personnes. Et puis, peut-être certains couples vont être irrités de voir que leurs embryons, qui ont été utilisés pour eux, peuvent pas être utilisés pour d'autres. Donc, peut-être aussi une espèce de sentiment d'injustice qu'il pourrait y avoir et qui pourrait finalement se diffuser par-ci par-là dans ces pratiques. En tout cas, voilà, ce que je vois, c'est que du côté des receveurs, du côté des donneurs, c'est difficile, hein, les chiffres sont vraiment très clairs. Du côté des receveurs, ça l'est aussi. Et du côté des équipes, hein, parce que ça fait longtemps que je les équipe, que je les écoute, ces équipes, ça demande un engagement énorme. Donc il y a vraiment elles ont pourtant des moyens supplémentaires. Et ce qui est étonnant, et on n'arrive pas à surmonter cet obstacle, et donc je crois qu'il faut aussi travailler sur les trois acteurs de cette chaîne, c'est que on voit qu'il y a 20 centres autorisés, il y en a 16 seulement qui le pratiquent, et sur ces 16, finalement, sur ces 16, il y en a 6, uniquement 6 qui font 85% de l'activité d'accueil d'embryons. Donc il y a plein de centres qui ne sont pas actifs. C'est trop de boulot, c'est chronophage. Il faut parler avec les couples qui ont choisi l'accueil d'embryons, mais il faut les amener jusqu'au bout de ce processus. Et les professionnels disent que c'est difficile. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens? Est-ce que c'est... Alors, non seulement il n'y a pas assez de moyens, pour avoir regardé un peu de près les dotations financières qui leur étaient données, eh bien, les dotations financières sont inférieures lorsqu'on fait un accueil d'embryon, lorsqu'on se dédie, on s'engage à accompagner un couple jusqu'à obtenir une décision claire, un consentement éclairé à l'accueil d'embryon, on reçoit moins d'argent que lorsqu'on fait des dons d'ovocytes. Ça, je pense que c'est un élément intéressant dans le débat, puisque c'est un élément financier. Donc, il y a finalement peu d'encouragement, au sens où il y a peu de valorisation financière
de l'accueil d'embryons. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pèse sur les équipes, même celles qui se dédient et qui parlent particulier une il y a deux ou trois équipes qui font même, c'est même pas six équipes, c'est deux ou trois équipes qui font 45% de l'activité en France, en particulier le centre de la France. Elle parle vraiment de se consacrer à cette activité. C'est un sacerdoce hein, pour elle. C'est vraiment un accompagnement difficile et ça ne marche que s'il y a des centres partenaires dans la région qui eux-mêmes forment les couples receveurs à s'acheminer vers la réception d'un embryon. Donc voilà, c'est tous ces échecs qui ont conduit en 2021, à tort ou à raison, et peut-être à tort, j'en sais rien, à proposer une autre solution dont on débattra certainement aussi, qui est le double don. Et voilà, le double don, pour certains de ces centres dont on a déjà les activités qui font et de l'accueil d'embryons et du double don, on voit que la proportion est inversement proportionnelle. Au bout de déjà 2 ans, certains centres font 2 fois plus de double don que d'accueil d'embryons. Hein. C'est pour dire à quel point pour eux, c'est voilà, comment les équipes médicales sont réticentes. Peut-être j'ai pas énuméré toutes les réticences, mais voilà, elle est absolument là aussi incontestable. Et bon, on n'a pas encore beaucoup d'enfants nés par double don, mais voilà, il y a déjà eu 21 enfants en 2023. Les chiffres sont très insuffisants puisqu'on n'a pas les chiffres ni de 2024 ni de 2025. Alors que les indications sont les mêmes. Voilà. Et qu'il pourrait y avoir, par exemple, une liste commune des personnes qui sont en attente ou d'un double don ou d'accueil d'un embryon. Et on pourrait faire gagner beaucoup de temps à tout le monde si les équipes se mobilisaient plus en travaillant avec les psys pour voilà, arriver à, alors je dis pas à banaliser le don d'embryon, bien sûr, mais en tout cas à faire que ce soit une voie comme une autre et pas une voie qui semble voilà, semé d'embûches et d'obstacles, comme c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, c'est sur ces réflexions d'une peut-être de plus, pas contraindre, mais en tout cas dire au couple que que l'accueil d'embryon et le double don, ben, c'est un peu et on y reviendra à la discussion aujourd'hui en plus, dans le double don. La cohorte embryonnaire n'est pas réservée au couple ou à la femme, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Il peut y avoir aussi attribution des embryons créés par double don à plusieurs couples. Donc les choses sont très croisées. Si on prenait le temps de déplier tout ça, peut-être qu'on permettrait voilà, une espèce de pacification et de lénification du parcours d'accueil d'embryons. Je m'arrête. Merci beaucoup, Laurence. Enfin, notre dernière intervenante ce soir est Lisa Carayon, qui est juriste également, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord et spécialiste en droit de la santé, en droit des personnes et de la famille, ainsi qu'en droit des étrangers. Ses recherches portent entre autres sur l'impact du droit sur les corps et notamment sur la reproduction. Merci beaucoup, merci encore pour cette invitation, pour cette présentation. Alors c'est évidemment toujours un exercice difficile que de parler après Anne et Laurence, mais je vais essayer de m'y employer, pas pour dire des choses extrêmement différentes de leur position, parce que je pense qu'on a une position assez commune, mais peut-être pour présenter les choses d'une façon un peu différente enfin, pour apporter des éléments de discussion. Je dirais peut-être trois choses. D'abord, pour parler de la question voilà, du regard qu'on peut porter sur le don d'embryon, je prendrai ici la suite d'Anne, et aussi pour discuter un peu de la façon dont les politiques publiques récentes de l'assistance médicale à la procréation ont sans doute pris des décisions qui, à mon sens, sont en fait assez défavorables au don d'embryons et à mon avis, qu'on pourrait repenser, même si je suis pas extrêmement optimiste sur la suite, mais je pense malgré tout que porter un discours un peu critique sur les politiques récentes en matière d'AMP permet peut-être de construire justement des mouvements de réflexion un peu peut-être à contre-courant, mais qui peuvent aider. Alors, d'abord sur la question de la façon dont on pense le don d'embryon, je serais tout à fait dans le sens d'Anne pour dire qu'il y a une difficulté autour du don et de l'accueil d'embryon. Alors, moi, je suis pas très favorable au terme d'accueil, je vais y revenir juste après, mais en tout cas, de la réception d'embryon dans le cadre d'une AMP, précisément qui est de se centrer beaucoup sur l'embryon lui-même.
Et ça a été en fait l'histoire du don d'embryon. Laurence l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'initialement, vraiment, on a pensé le don d'embryon presque en parallèle avec l'adoption. Comme si en fait, il y avait déjà un enfant qui était là et qu'il fallait lui donner des parents appropriés, plus appropriés que juste des personnes qui avaient des difficultés de fertilité, avec des enquêtes sociales. Enfin, vraiment, c'était pensé comme une adoption, ce qui était très étrange et ce qui centrait beaucoup le regard sur l'embryon lui-même. Et ce qui a complètement effacé le fait que les embryons in vitro, ils ne viennent pas de nulle part. Et notamment, bah, ils viennent, comme l'a rappelé Anne, hein, ils viennent de prélèvements de gamètes. Alors, bon, le prélèvement de sperme, euh, à minima, n'est pas douloureux. Je dis bien à minima, le prélèvement de gamètes féminines, ou du moins d'ovocytes, féminines, c'est pas le bon terme, disons femelles, chez l'humain, est non seulement un processus qui peut être douloureux, mais qui par ailleurs est dangereux. Et en fait, je pense que rappeler ça, rappeler d'où viennent les embryons, en fait, c'est une perspective féministe très importante. Et je vois, du moins dans les noms qui sont affichés parmi les participants et participantes de ce soir, qu'il y a, du moins du fait des prénoms, une majorité de femmes parmi nous. On n'est pas très surprise, hein, alors même que les parcours d'AMP concerne pas tout à fait à égalité, puisqu'il y a des couples de femmes et des femmes célibataires, mais quand même, en grande majorité des couples hétérosexuels, on sait que les femmes sont beaucoup plus impliquées émotionnellement, socialement dans ces parcours, mais aussi corporellement. Et je pense que si on a une perspective féministe sur l'AMP, eh ben, il ne faut jamais oublier les femmes qui sont derrière la conception de ces embryons. Ces femmes qui ont engagé leur corps pour prélever des ovocytes, que ce soit pour elles-mêmes initialement, pour leur propre projet, ou par don, et qui, quand ces embryons sont in fine détruits, ont en fait pris des risques qui euh, enfin pas pour rien, puisque notamment quand elles ont elles-mêmes fait des parcours d'embryon, elles n'ont pas des parcours d'AMP, pardon, elles n'ont pas fait ce geste pour rien, mais du moins des risques dont on pourrait souhaiter qu'ils ne soient pas renouvelés corporellement. Alors à cet égard, quand même, il faut rappeler un peu les chiffres. Alors il ne s'agit pas du tout de faire peur. Les événements indésirables très graves en matière de prélèvement ovocytaire sont très rares statistiquement, mais malgré tout, ils existent. Juste quelques chiffres, les derniers chiffres qu'on a à notre disposition. Par exemple, sur les donneuses d'ovocytes qui ont donné en 2023, elles étaient 700 à peu près. Très peu d'événements indésirables, mais des événements indésirables qui peuvent quand même être graves. On recense 7 événements indésirables, donc à peu près 10% quand même. Pardon, oui, c'est ça. 1%, pardon. 1%, c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien quand vous faites un geste qui est purement généreux. 7 événements indésirables qui vont quand même de 2 à 6 jours d'hospitalisation, des hyperstimulations, des hémorragies post-ponction, etc. Donc c'est pas rien. Sans parler de toutes les femmes qui ont vécu ces événements indésirables dans le cadre d'AMP pour elles-mêmes. Donc en fait, la question qui se pose, en particulier quand l'alternative à ça, à la réception d'embryons, est le double don, ce qui est en fait la même chose biologiquement, c'est pourquoi accepter pour son propre parcours d'AMP de renouveler un risque pour une autre femme, qu'elle soit en parcours d'AMP elle-même ou donneuse, pourquoi participer à ce renouvellement du risque pour autrui? Alors cette question, elle a été posée dans des études sociologiques, notamment par Martine Gross et Dominique Mel dans une étude en 2019, à une période où le double don n'était pas encore autorisé en France. Elles ont interrogé des personnes qui avaient choisi le double don à l'étranger plutôt que le don d'embryon. Et les questions sont, enfin, les positions sont évidemment multiples, puisque les gens sont multiples. Mais malgré tout, à l'époque, les chercheuses relèvent un peu trois arguments qui sont avancés. Euh, L'idée que ces embryons, ils ont donné au don, ils ont une histoire de projet parental qui n'est pas celle que le couple ou la personne qui souhaite accéder à l'AMP veut construire pour cet enfant futur. C'est le premier argument. Un deuxième argument, c'était les possibilités plus faciles d'appariement, c'est-à-dire de choisir notamment l'apparence physique des donneurs et donneuses pour essayer de la faire correspondre aux personnes qui portent le projet parental. Et enfin, un spectre, une sorte de
je veux pas utiliser le mot fantasme de façon négative, comme si c'était une peur à déconsidérer, mais disons une peur euh, de l'idée que ces embryons, ils ont peut-être des frères et sœurs ailleurs, c'est-à-dire en gros des enfants qui sont nés du projet parental initial, et cette idée qu'il y a du coup une famille autre qui existe à l'extérieur et qui peut faire peur aux personnes. Une seule des enquêtées à l'époque évoquait ce risque de la stimulation qui l'empêchait de faire courir un risque supplémentaire aux personnes. Et moi, de ces trois éléments, l'appariement, le spectre d'une autre famille, l'idée d'une histoire antérieure du projet parental, il m'interpelle parce que j'y vois une forme de biologisation de l'identité. Comme si finalement le fait qu'il y ait ce patrimoine génétique antérieur, ce projet projeté sur l'embryon, etc., ça donnait déjà une identité à l'embryon. Et j'entends complètement comment symboliquement ça peut le faire, mais j'interroge en fait cette démarche. Je pose la question de savoir si finalement, dans une perspective féministe qui essaye aussi de dire que l'identité, c'est autre chose que le corps, c'est autre chose que notre patrimoine génétique, c'est aussi ce qu'on en fait, le discours qu'on porte dessus, etc. Euh, Pourquoi est-ce que, il y aurait plus de projection dans l'idée d'un projet parental, dans un embryon qui a été conçu, peut-être dans un projet parental plein d'espoir et qui finalement peut-être n'a juste pas été utilisé parce que ce projet a été réalisé, en quoi il serait véritablement moins votre enfant que un enfant qui aurait été conçu par un don de gamètes de personnes qui ont fait ce geste généreux. En fait, je pense que une partie de cette projection, elle vient aussi de la conception qu'on a eue du don d'embryon historiquement, et notamment ce terme d'accueil d'embryon et cette procédure dont on a déjà parlé, qui laisse entendre qu'il y a déjà un enfant qui est déjà là. Or, il y a un embryon, ça c'est une certitude. Un enfant, une personne, une histoire, c'est beaucoup plus discutable, et notamment, bah, encore une fois, dans une perspective féministe qui a quand même essayé historiquement de dire que, bah, notamment un embryon qu'on porte dans son utérus, ça peut être déjà un enfant dans la projection, mais ça peut aussi ne pas être ça, et que ça ouvre aussi la voie, par exemple, à la possibilité de l'avortement pour les femmes. Eh bien, dans cette perspective-là, en fait, je pense qu'il y a une interrogation à avoir sur cette façon dont les pouvoirs publics ont personnifié les embryons et donc aussi ont participé au fait que les personnes les personnifient. Et à cet égard, parce qu'il ne s'agit pas du tout de jeter l'opprobre sur les personnes qui se sentiraient pas de recevoir un embryon, c'est pas du tout la question, c'est plus d'interroger la façon dont on a construit tout ça. À cet égard, il y a donc deux choses que je voudrais évoquer ici. Enfin trois peut-être, c'est trois politiques publiques qui ont été menées qui, à mon sens, étaient pas du tout dans le sens de favoriser le don d'embryon. Outre la procédure dont on a déjà parlé, il y a déjà cette idée, enfin, il y a cette question de l'interdiction de la procréation post-mortem. Vous savez que l'assistance médicale à la procréation, elle n'est pas autorisée lorsqu'un des deux membres du couple est décédé. Donc, généralement, jusque-là, c'était l'homme. Aujourd'hui, ça peut être un des deux membres d'un couple de femmes. Ce qui est absurde puisque bah, une femme seule, elle peut y avoir accès. Et la Cour européenne des droits de l'homme, là-dessus, elle commence à dire que c'est un peu incohérent. Pourquoi? Parce que bah, l'interdiction de la PMA post-mortem, on pourrait se dire que c'est favorable à du coup avoir plein d'embryons disponibles. Sauf que bah en fait c'est pas la même chose de donner tous les embryons d'un projet parental qu'on n'a pas pu mener à cause de la mort de son partenaire et de pouvoir réaliser malgré tout ce projet parental et éventuellement donner les autres embryons pour une autre famille. Et par ailleurs, cet effet-là il est redoublé par la question de l'accès aux origines. Alors je sais que ça a été un très important combat, que beaucoup de personnes souffrent de ne pas connaître l'identité des donneurs et des donneuses. Moi personnellement, j'interroge cette démarche. Là-dessus, on peut en discuter parce on n'a pas exactement la même position, je pense, avec Laurence, par exemple. J'interroge cette démarche aussi parce que, en fait, c'est pas du tout pensé comme un tout cohérent. Bah, par exemple, c'est pas du tout la même chose de lever son anonymat quand on est donneur ou donneuse de gamètes et quand on est donneur et donneuse d'embryons. Et que ces embryons,
on les avait investis d'un projet parental qui ne s'est pas réalisé. Alors parfois pour le mieux, on a eu les enfants qu'on souhaitait, on n'en souhaite plus, ok. Mais parfois aussi pour le pire, on a atteint la limite d'âge, notre conjoint est décédé, pour une raison ou une autre, on ne peut plus porter de grossesse, etc. Et cette idée de mettre sur le même plan l'anonymat du don de gamètes et l'anonymat du don d'embryon, pour moi, c'est un peu absurde et pour le coup particulièrement cruel, notamment dans l'AMP, dans les situations d'AMP post-mortem. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas vous demander de donner ces embryons en vous disant, ah, par ailleurs, il faut que vous sachiez que à 18 ans, cet enfant, il va peut-être frapper à votre porte, alors que c'est pas une gamète, c'est potentiellement biologiquement l'enfant que vous auriez eu. Alors, c'est pas personnellement l'enfant que vous auriez eu, il a construit une personnalité dans son histoire, mais biologiquement, c'est l'enfant que vous auriez eu. C'est, à mon sens, extrêmement cruel d'obliger les personnes à faire ce choix. Et puis, par ailleurs, il y a cette idée du principe de la destruction. Le principe, vous le savez, quand un couple n'est pas d'accord pour la destinée à donner aux embryons surnuméraires, ou qu'il garde le silence, c'est la destruction des embryons. Et ça, depuis l'origine. Et moi, ça m'interroge. Comment est-ce qu'on a pu concevoir que le principe, ce serait la destruction? Euh, alors que finalement, encore une fois, il s'agit aussi d'un groupe de cellules qui provient parfois de prélèvements. Pourquoi est-ce qu'on a choisi comme principe la destruction? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi comme principe le don? Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans la perspective, le regard qu'on a sur les embryons? Peut-être. Alors oui, le problème dans le don, c'est aussi que les couples receveurs ne le souhaitent pas, mais en fait, c'est pas naturel de pas le souhaiter. C'est aussi une position qui est construite dans un environnement politique public. Et le fait de ne pas favoriser ce don euh, peut rendre aussi les personnes méfiantes. Et à cet égard, je présenterai pour conclure juste peut-être une perspective autre qui serait au contraire, une perspective de positivation du don et de l'accueil d'embryons, pas tant dans ce qu'on a pu lire, notamment à l'occasion de la destruction du stock d'embryons anonymes, qui est une question sur laquelle on pourrait revenir, il faut protéger les embryons pour eux-mêmes, c'est la vie, etc. On tue des bébés, c'est pas du tout ma perspective, vous l'aurez compris, mais plutôt dans une idée que l'AMP, ça peut être une autre façon de faire famille que celle qu'on nous dit, que ça l'est déjà dès lors qu'il y a un don, on a besoin de chercher le discours qu'on adresse à nos enfants. C'est une façon de faire famille parmi d'autres, il y en a plein, plein d'autres en réalité. Et en fait, on pourrait très bien se dire que le don d'embryon, ce serait une façon positive d'investir cette façon de faire famille, peut-être y compris même dans des situations dans lesquelles un des deux membres du couple pourrait utiliser ces gamètes. Parce qu'on le pense toujours comme le don d'embryon ou le double don. Mais en fait, on pourrait aussi être dans une société où on se dirait, bah, en fait, si tu peux pas être lié génétiquement à notre enfant, bah, moi aussi, j'accepte de pas être lié génétiquement à notre enfant. Et en fait, aucun de nous deux ne sera lié génétiquement à notre enfant. Et par le don d'embryon, on rétablit dans un couple qui souvent souffre de ce déséquilibre une forme de symétrie et on invente encore et à chaque fois et toujours de façon renouvelée une nouvelle façon d'être parent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à toutes pour ces interventions passionnantes. Et donc, j'invite à nouveau tous les participants et les participantes qui le souhaitent à poser des questions aux intervenantes en ajoutant des questions dans le chat. Donc, par exemple, avant de commencer, je vois qu'il y a déjà des questions. Euh, Juste avant les interventions, nous avions le témoignage d'une personne qui a fait un parcours d'AMP qui disait, qui s'étonnait du fait que elle et son conjoint, on leur avait jamais proposé le don d'embryon. Donc ça, c'était une question que j'aimerais poser moi aux intervenantes parce que vous avez toutes évoqué les raisons pour lesquelles soit les familles potentiellement receveuses s'y opposaient, soit les familles potentiellement donneuses n'étaient pas très enthousiastes, soit le corps médical avait des difficultés d'ordre éthique. Mais qu'en est-il en pratique? Donc, si apparemment, comme le disait Laurence, certains centres le pratiquent pas du tout, d'autres le pratiquent, en fait,
est-ce que les familles se retrouveraient face au hasard du personnel médical et à certaines on proposerait le don d'embryon alors qu'à d'autres on leur proposerait jamais. Enfin, quel impact ça a en fait le fait parce qu'on sait que dans l'architecture du choix, les gens font des choix en fonction des possibilités qui leur sont ouvertes. Donc je me demandais si une ou plusieurs des intervenantes avaient envie de réagir à ça et après on ouvrira aux questions. Là, c'est bon? Vous m'entendez sur le son? Oui. Oui, oui, c'est un peu ce que j'ai voulu dire, hein, sans accuser aucun centre, mais clairement, il y a eu pendant longtemps une réticence de la part de certaines équipes oui, j'aurais dû être d'ailleurs plus claire, non seulement à le pratiquer, mais à informer et à proposer, je pense, à certains couples ou aujourd'hui à certaines femmes, je ne sais pas si ça perdure, mais on voit bien que dans les chiffres, dans les données que je vous ai présenté, il y a toujours une inertie extrêmement forte de la part de énormément de centres qui pourtant ont l'autorisation, qui sont agréés, qui sont autorisés à faire de l'accueil d'embryons. Donc effectivement, vous avez raison d'aller plus loin sur cette inégalité dans la proposition, dans l'éventail qui est donné aux couples de faire ça. Donc on sent que, voilà, de toute façon, on le voit dans les textes législatifs, les décrets de mise en application, enfin, les décrets de mise en marche, mise en orchestration de, de l'accueil, alors, du don de l'accueil ou de la réception d'embryons a été lent, extrêmement lent. On sent qu'il y avait quand même beaucoup de réticence du côté des pouvoirs publics. Enfin, il n'y avait pas d'enthousiasme, en tout cas. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y avait de la réticence dans les équipes, mais il n'y avait pas d'enthousiasme non plus et beaucoup de difficultés de la part des pouvoirs publics. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, les centres qui ont des agréments ou oui, avec des personnes compétentes pour le faire et des agréments pour le faire devraient le faire. Voilà, elles sont anormales aujourd'hui que 6 centres assurent 85% de cette pratique-là. Ça veut dire qu'il y a alors comment le surmonter, comment impliquer, enfin pousser les équipes à le faire. À le faire, j'ai pas de solution parce qu'il faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait une sorte de sanction. Voilà, mais je vous l'ai dit, hein, les aides financières sont inéquitables et je pense que ça pourrait être le nerf de la guerre, ça. Tu réponds. Et ensuite, Lisa? Un point également, je pense, qui joue, c'est que ce sont pas les mêmes personnes, enfin, il y a forcément qui s'occupent des embryons que celles qui font les consultations initiales, en fait, avec les patientes et les patients en parcours DMP et des biologistes qui interviennent, en fait, qui s'occupent des embryons cryopréservés. Donc, ça peut jouer aussi ça complique les choses, en fait. Il y a fait plus d'interlocuteurs, plus d'organisations nécessaires au sein des équipes qui peuvent créer des obstacles factuels. Un autre point, mais là je pense que Lisa et Laurence, vous le saurez mieux que moi, c'est sur la question des indications, puisque selon la loi française, si je ne me trompe pas, le don d'embryon va être proposé à des personnes qui ont déjà fait des tentatives de vivre qui ont échoué ou qui ont une double incapacité à utiliser leurs propres gamètes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où le don d'embryon peut être une possibilité à laquelle on accède, même si comme tu suggérais, Lisa, à la fin de ton topo, on peut, même si l'un des deux a ses gamètes. Là aussi, je pense que ça fait un effet d'entonnoir, en fait, où ça arrive au bout du parcours et donc seulement pour certaines personnes. Oui, je compléterais. Alors, c'est effectivement pas la loi à strictement parler, mais plutôt les bonnes pratiques qui sont construites autour de ça, qui vont tendre à, c'est-à-dire des indications de bonnes pratiques qui vont tendre à proposer plutôt le don d'embryon à des personnes qui ont soit une indication de double don, soit, c'est très mal dit, soit dont aucun des deux membres du couple ne peut utiliser leur gamète, soit qui ont déjà fait des tentatives, etc. Je vois que dans le chat, une personne fait pertinemment remarquer qu'il y a
aussi une tentation des médecins à favoriser aussi la question du lien génétique. Je pense que là, il y a plusieurs couches de choses qui se superposent et qui sont aussi des questions générationnelles qui mettent longtemps à passer. Je pense qu'il y a eu aussi une vision. Alors, je vous dis ça, c'est pas issu d'une recherche sociologique ou anthropologique à strictement parler, mais c'est aussi une expérience qui vient de la fréquentation de cette question et des personnes qui l'animent. Je pense qu'il y a eu aussi historiquement un peu une construction de la médecine de la reproduction autour de cette idée de guérison, mais aussi de faire quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose quand même autour de la médecine de reproduction, d'une forme de fierté, de concevoir des enfants, de les transférer. Enfin, il y a aussi une puissance très forte autour de ça, avec parfois des pratiques médicales où on peut un peu se poser la question de savoir si